Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Michael J. Baker, directeur de recherche au CNRS, Institut interdisciplinaire de l'innovation, UMR 9217, Télécom ParisTech. Le livre de François-Xavier Bernard fait date, en présentant une vision intégratrice des recherches contemporaines sur l'activité collective en situation d'apprentissage, médiée par des artefacts, notamment par les technologies. L'œuvre se situe dans une évolution entremêlée des problématisations de l'activité collective, de l'apprentissage et du statut de l'artefact pédagogique, qui a eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Revenons brièvement, et d'une manière quelque peu schématique sur cette évolution, afin de mettre en perspective l'ouvrage dont il est question ici. Il a fallu des transformations de la nature de l'autorité dans les sociétés occidentales depuis les années 60, afin qu'un espace soit créé où la voix de l'élève puisse être entendue en classe, y compris au sein de petits groupes travaillant largement d'une manière autonome, sous l'égide de leur enseignant. Dès son apparition sur le marché, l'ordinateur de bureau a commencé à être utilisé dans certaines classes et largement pour des raisons de rareté de cet outil, les élèves l'utilisaient souvent à plusieurs. Les enseignants et chercheurs n'ont pas tardé à s'intéresser aux échanges entre les élèves et entre les élèves et les ordinateurs, avec les lunettes des deux cognitivismes de l'époque, de H. Simon et de J. Piaget. Le groupe analysé était souvent en effet la dyade, deux élèves en tête-à-tête, soi-disant afin de simplifier l'analyse de la dynamique interactive. Et on parlait dans ce cas, dès les années 70, d'apprentissage coopératif. Deux questions concernant les élèves sont demeurées longtemps dominantes. Travailler à deux, est-il plus efficace en termes d'apprentissage que travailler tout seul ? Et apprennent-ils mieux avec ou sans l'outil informatique ? Afin d'y répondre, les chercheurs ont fini par définir une nouvelle question capitale. Quel type d'interaction entre élèves serait plus ou moins favorable à quel type d'apprentissage ? Il s'agit dans ce cas de la démarche dite d'apprentissage collaboratif, qui insiste sur l'analyse de la dynamique interactive mise en œuvre au sein des groupes, plus que sur leur organisation. Répondre à cette dernière question requiert une démarche qui intègre des théories et modèles à la fois de l'apprentissage et de l'interaction communicative. À ce jour, nous l'attendons toujours, et un grand nombre de types d'interactions productives qui ont été identifiés l'ont été d'une manière largement empirique. Et puis, l'Internet est arrivé pour un grand public, concomitant à l'accélération de la globalisation. L'histoire est connue de tous, et je ne m'attarderai pas longuement là-dessus. Il est devenu nécessaire d'apprendre à travailler en équipe, parfois culturellement diverses, et à distance, grâce aux outils d'Internet. L'on parle couramment de la génération Facebook, avec ses atouts et écueils, du tout social et de l'apprentissage, ni coopératif, ni collaboratif, mais collectif. Terme qui englobe les modes de travail plus interactifs et intenses, et également un mode de travail plus ou moins décousu, impliquant un grand nombre de personnes. Identifier la nature et la direction des causalités entre évolution des sociétés et problématiques de recherche en sciences humaines n'est ni nécessaire ni possible. Disons seulement que ces sciences adaptent leurs problématiques à l'évolution des situations d'étude. Que l'activité quotidienne soit outillée par des smartphones, les tablettes et les ordinateurs en tout genre n'est plus considéré comme une exception, mais une banalité. Ce qui interroge la pertinence de la problématique qui compare les activités d'apprentissage avec ou sans outils informatiques. Cependant, ces transformations des technologies et des sociétés sont allées de pair avec l'élaboration de nouvelles démarches théoriques de l'apprentissage, l'activité collective et les rôles des technologies. Ainsi, la théorie de l'apprentissage situé, LAV, Wenger, élargit l'objet d'étude hors les murs de l'école, aux situations d'apprentissage telles que le compagnonnage chez les apprentis bouchers ou sages-femmes, ou les astuces mathématiques, utilisées par n'importe qui pour choisir le produit le meilleur marché au supermarché. La théorie de l'apprentissage distribué, Hutchins, ancre l'activité sociale et cognitive dans la structure de nos artefacts, tels le cockpit de l'avion, et la théorie vygotskienne-piagétienne de Pierre Rabardel, que François-Xavier Bernard intègre dans sa démarche, nous apprend comment un artefact, une fois approprié dans le cadre de la réalisation d'une tâche, devient d'un véritable instrument. C'est sur cet arrière-fond de canevas, brossé ici à très grands traits,
que l'on peut comprendre tout l'apport et l'intérêt du livre de François-Xavier Bernard pour les recherches et les pratiques relevant d'une nouvelle pédagogie de l'activité collective. À cet égard, je me bornerai à souligner 4 points principaux, abordés d'une manière séparée ici, mais qui en réalité font corps. Premièrement, la démarche de François-Xavier Bernard participe au mouvement général qui consiste à élargir l'objet d'étude, de la diade d'élèves, au groupe plus large, à une collectivité englobant la classe, l'enseignant bien sûr, les processus d'étayage de groupe par l'enseignant étant un thème de recherche actuel, et même aux différences culturelles abordées notamment dans l'ouvrage. L'on passe donc de l'étude de la coopération et la collaboration à l'activité collective en situation d'apprentissage, et enfin, aux communautés d'apprentissage dans un monde globalisé. Deuxièmement, la situation d'étude de prédilection des sciences de l'éducation, bien sûr celle de l'école avec des apprentissages dits formels, est élargie à des situations hors murs de l'école, comme le musée scientifique. Cette extension implique, dans la démarche de François-Xavier Bernard, un changement de statut de l'apprentissage, de l'acquisition aux restructurations de connaissances-compétences, au processus d'appropriation d'outils sémiotico-cognitifs. Enfin, ici, l'instrument dans la médiation de l'activité collective se voit transformé, d'une variable de plus, d'un ajout à une activité déjà formée et contrainte, à une composante intégrée à l'activité qui la transforme. Dès lors, il s'agit d'analyser les processus d'appropriation des outils informatiques, allant de pair avec celle de l'outil technopédagogique dans sa globalité. Mener à bien un tel projet de recherche nécessite un modèle qui intègre la dimension horizontale des différentes situations d'étude à la dimension verticale de la pensée et de l'action individuelle avec leur corrélat sur le plan collectif. Et c'est ce que la méthode d'analyse des apprentissages collectifs instrumentés de François-Xavier Bernard nous promet. On ne peut que se réjouir qu'un ouvrage de cette qualité et actualité soit publié en langue française, et à un moment où le système éducatif en France est accepté, enfin, de soutenir des pratiques éducatives fondées sur le travail de groupe d'élèves. Je conseille sa lecture à toute personne concernée par l'actualité des recherches et des pratiques collectives dans l'éducation, qu'elle soit impliquée directement dans les recherches, pratiques ou politiques de l'éducation ou non. Introduction. En contexte scolaire, le recours combiné au travail de groupe et aux outils numériques dans les situations d'apprentissage est en voie de banalisation. Face, d'une part, à l'essor de la pédagogie de groupe et des formes d'apprentissage collectif, au sens large, et d'autre part à la dissémination massive des technologies numériques dans et hors la classe, les situations éducatives donnant lieu à une activité collective instrumentée font aujourd'hui l'objet d'une forte promotion institutionnelle. Les programmes pour l'école élémentaire et le collège mis en œuvre en France à la rentrée 2016, MEN, 2015, encouragent ainsi de manière explicite à de telles modalités de travail. En contexte informel d'éducation, comme les espaces interactifs des musées par exemple, ce type de situation n'est pas moins fréquent. Les concepteurs d'exposition favorisent également les occasions de rencontres et d'échanges entre visiteurs, autour de dispositifs médiatiques. Un certain nombre d'environnements éducatifs sont donc susceptibles de confronter les individus à des activités à la fois collectives et instrumentées. De telles modalités de travail contribuent à la mise en place de situations de communication et d'organisation de l'activité nouvelle, en présence ou à distance, dans ou hors contexte scolaire, mettant en jeu des artefacts autour et ou au travers desquels se développent et se réorganisent les échanges interindividuels. Qu'il s'agisse des échanges entre ceux qui sont en position d'apprenant ou des échanges entre ces derniers et celui qui enseigne, qui aide, qui accompagne, l'enseignant, le parent, le médiateur, etc. Pour qui s'intéresse, dans une perspective interactionniste, au processus de construction et de transmission des connaissances, de telles situations éducatives soulèvent un certain nombre de questions de chacun des points de vue de leurs participants. Leur caractère instrumenté est en effet susceptible d'affecter le processus de communication interindividuelle, entre autres du point de vue de l'élaboration des connaissances. En outre, ces situations, qui mêlent interaction et interactivité, interrogent au plan de la méthodologie de la recherche, concernant notamment les rendus qui peuvent en être faits en termes de modélisation et d'analyse. Les interactions dans les situations d'apprentissage collectif instrumenté sont aujourd'hui l'un de mes principaux objets de recherche.
C'est au fil de mon parcours et des différentes expériences qui l'ont ponctué que j'ai été amené à élaborer cet objet en précisant peu à peu les contours. 1. Retour sur un parcours. Mes questionnements en sciences humaines trouvent leurs origines dans un cursus universitaire scientifique. C'est après des études en physique puis en informatique que je décide au milieu des années 1990 de préparer le professorat des écoles. Mon orientation vers les métiers de l'enseignement marquera pour moi la transition d'un intérêt jusqu'alors porté sur les contenus scientifiques à un questionnement relatif à leur didactisation. C'est plus précisément la médiatisation de ces contenus, comme j'en témoignerai plus loin, qui a suscité chez moi un certain intérêt. Sans entrer dans une approche approfondie à laquelle je me livrerai dans le chapitre suivant, la médiatisation telle que je l'entends ici réfère au concept de médiatique des sciences développé par Guichard et Martinand, 2000. La médiatique des sciences caractérise l'usage de l'ensemble des médias, ensemble également appelé champ médiatique de vulgarisation scientifique. Architecture, manipulation interactive, objets, maquettes, images, textes, panneaux audiovisuels, logiciels, multimédia, livres et documents de vulgarisation associés aux expositions, etc. La médiatisation des contenus scientifiques traiterait donc des problématiques afférentes à la transmission et à l'appropriation des sciences via des dispositifs médiatisés. Mon intérêt pour ce sujet, qui allait par la suite nourrir mes premiers travaux de recherche en sciences humaines, est né à l'occasion d'un stage effectué à la Cité des sciences et de l'industrie, Paris, La Villette, alors que j'étais professeur stagiaire. La découverte d'un lieu de médiation scientifique. Lors de ma première rencontre avec les expositions de la Cité des sciences, la mise en scène instrumentale des contenus, appuyée par une grande variété de dispositifs techniques, marque mon esprit. À son ouverture en 1986, l'une des spécificités du lieu par rapport aux autres grands musées de sciences nationaux, comme le Muséum national d'histoire naturelle ou le Musée des arts et métiers, est la présence en grand nombre de dispositifs interactifs. Les centres de sciences comme la Cité des sciences proposent des espaces d'exposition qui se veulent des lieux de découverte et d'investigation, où le visiteur est sollicité de manière active. Ce choix, visant à impliquer ce dernier au cours de sa visite, s'appuie entre autres sur les modèles de musées de type Science Exhibition, tels que l'Exploratorium de San Francisco aux États-Unis et l'Ontario Science Centre de Toronto au Canada, premier du genre à proposer dès la fin des années 1960 des expositions scientifiques interactives au public. La principale innovation consiste dans le fait que ces nouveaux musées, dont la vocation éducative est un des principes fondateurs, sollicitent la participation du visiteur, l'interactivité en constituant le concept central. Outre un mode d'approche nouveau, ces établissements n'ont pas la même vocation que les musées dits traditionnels. Le centre de sciences est dédié, non pas à la conservation de collections d'objets, mais à la présentation interactive de la science et de ses applications. Comme précisé par Delacôte, 1996, page 96, qui participa à la conception de la Cité des sciences, ce n'est pas un lieu de mémoire comme le sont les musées de conservation. Sa mission est de favoriser l'appropriation des savoirs, d'encourager le débat grâce à une dynamique du questionnement. Elle est également de socialiser, en créant les conditions physiques de rencontre et d'échange. De fait, au cours de ma découverte des expositions, je suis sensible à la nature des situations proposées, n'ayant jusqu'alors fréquenté que des musées invitant à des approches plus classiques. Dès lors, des premières questions émergent sur le potentiel éducatif du lieu, en termes d'interactivité mais aussi d'interaction. En quoi les dispositifs techniques peuvent-ils contribuer effectivement à l'appropriation des contenus scientifiques par les visiteurs ? Quelle est la place de l'accompagnement dans ces situations ? La médiation instrumentée. À la Cité des sciences, les expositions peuvent être de nature variée suivant les différents critères arrêtés au moment de leur conception. Le thème développé, l'âge du public visé, la scénographie ou encore le type de média utilisé. Dans le courant des années 1990, les écrans d'ordinateur fleurissent dans les expositions, marque d'identité du lieu qui se veut tourner vers la modernité et l'innovation. Le développement du multimédia avec l'explosion de l'offre matérielle et logicielle ouvre de nouvelles perspectives en termes de médiation. À la Cité des sciences,
un type de dispositif, particulièrement adapté au domaine des sciences et des techniques, retiendra en particulier mon attention, celui de la simulation sur ordinateur. Peu au fait, jusqu'alors des usages des nouvelles technologies pour et dans l'éducation, le recours à la simulation pour médiatiser les contenus scientifiques m'est apparu comme porteur de possibilités intéressantes en termes d'élaboration de connaissances. J'approfondirai cette question quelques années plus tard. Au début des années 2000, j'obtiens un poste temporaire d'enseignant du premier degré à la Cité des Sciences. Durant 4 années, j'interviens en tant que médiateur scientifique dans les expositions de la Cité des Enfants. Également conçu sur la base d'un grand nombre de manipulations interactives, cet espace muséal est composé de 2 expositions permanentes généralistes destinées aux enfants de 3/5e ans et de 5/12e ans. L'impact de l'utilisation des dispositifs. C'est dans ces circonstances que j'entamerai mes premiers travaux de recherche, dans le cadre d'un nouveau cursus universitaire en sciences de l'éducation. Je dispose désormais d'un terrain d'observation et d'expérimentation permanente unique en son genre. En faisant de mon lieu d'exercice professionnel un terrain de recherche, je me donne ainsi la possibilité de problématiser des questions et des observations survenues de manière spontanée au quotidien. Par ailleurs, ma position permanente au sein du musée me permettra de privilégier une approche longitudinale, avec des corpus recueillis sur le long terme. Toujours centré sur la portée éducative des dispositifs multimédia et leur potentiel en termes de médiatisation de contenu de savoir, je prends comme cas d'étude un dispositif de simulation présent dans l'espace des plus jeunes. Un des points qui m'interroge en particulier réfère à la portée de ce type d'artefact comme moyen d'agir sur le réel, dans la mesure où l'accès à celui-ci n'est pas nécessairement immédiat pour des raisons de temps, d'espace ou encore de moyens. Plus précisément, dans quelle mesure les enfants sont-ils susceptibles de réinvestir des connaissances acquises au moyen de simulateurs pour agir sur les objets matériels ? En tant qu'outil de simulation, les ordinateurs confrontent les utilisateurs, non pas à des objets matériels comme en situation d'expérience sur le réel, mais à des représentations symbolisant ces objets. Ce constat soulève une question peu traitée dans le domaine des technologies éducatives, celle de la mise en relation de ces 2 formes d'objets, symboliques et matériels. La question de cette articulation me semble d'autant plus vive pour les enfants, dont on sait le besoin d'expérimenter le réel de façon sensible pour comprendre les phénomènes. C'est donc dans ce sens que je mènerai mon premier travail de recherche, Bernard 2003. Ma préoccupation d'alors porte prioritairement sur l'impact des dispositifs instrumentés en termes d'appropriation de contenus scientifiques, et de fait concerne en premier lieu l'ensemble apprentissage scientifique et technologie éducative. Le poids des interactions dans les apprentissages. Si les concepteurs de la Cité des Sciences misent sur l'interactivité des dispositifs techniques pour impliquer les visiteurs, ils comptent également sur la dimension sociale au travers des interactions interindividuelles, qu'elles se jouent entre ces derniers ou avec les médiateurs scientifiques. De fait, dans les expositions, les échanges sont nombreux face aux dispositifs et se réalisent tantôt sur le mode de l'entraide, tantôt sur celui de l'accompagnement. Concernant les enfants, public cible sur lequel je me centre plus particulièrement, ceux-ci ne sont jamais seuls dans les espaces muséaux. Ils sont accompagnés d'un père plus âgé ou d'un adulte, parent, enseignant, assistante maternelle, animateur, susceptible d'intervenir auprès d'eux en cours d'activité. Nous nommerons tuteur cet adulte accompagnateur, même s'il n'en a pas nécessairement les caractéristiques au sens de Brunner, 1983. Le terme intervenir est sciemment utilisé pour désigner de manière générique toute intervention verbale et ou non verbale du tuteur en question, quelle que soit sa nature, sa durée ou sa finalité. 2 types d'intermédiaires de l'apprenant au savoir sont en effet en jeu dans une situation d'apprentissage instrumenté. L'un relève de la médiation technique opérée par l'artefact, ce dont j'ai tenté d'apprécier la portée dans le cadre de cette première recherche réalisée au musée. L'autre relève de la médiation humaine assurée par le tuteur. C'est sur ce second aspect de la situation qu'a principalement porté le travail mené par la suite dans le cadre de ma recherche doctorale, Bernard, 2006. Il s'agissait ainsi d'apprécier le soutien par l'adulte de l'activité de l'enfant, dans des conditions naturelles d'accompagnement.
alors qu'ils étaient guidés par un médiateur d'exposition, ayant les qualités d'un tuteur expert, au sens de Santolini, Danis et Tirous, 1996-2003. Dans l'expérimentation mise en place précédemment, les enfants sont maintenant accompagnés par un parent. Celui-ci, contrairement au médiateur d'exposition, peut être considéré comme tuteur naïf, en référence à ces mêmes auteurs, dans la mesure où il n'a pas été particulièrement formé, ni à ce type d'accompagnement, ni à l'utilisation du dispositif technique. La question qui se pose alors est de préciser les modalités d'intervention des parents, afin d'en apprécier l'incidence sur l'activité de leur enfant. Mais comment en rendre compte ? Afin de caractériser les interactions dyadiques parent-enfant en cours d'activité, j'ai conçu un modèle ad hoc, le carré médiatique. Je me suis en particulier appuyé sur l'approche instrumentale des activités proposées par Rabardel, 1995. Les questions de la modélisation et de l'analyse des situations d'apprentissage collectif instrumenté sont de fait devenues des points d'intérêt importants de mon activité de recherche. Les 2 derniers chapitres de cet ouvrage y seront consacrés. Du tutorat à la collaboration comme objet d'étude. Au milieu des années 2000, je suis recruté sur un post-doctorat au CNRS pour travailler dans le cadre du projet européen LEAD. Le projet LEAD, Technology Enhanced Learning Problem Solving Discussion, Networked Learning Environment in the Classroom, d'une durée de 3 ans, porte sur les apprentissages médiatisés par les technologies éducatives en contexte scolaire. Son objectif est de développer de nouveaux outils pédagogiques destinés à l'apprentissage de l'argumentation et du travail collaboratif en classe, au lycée et au collège. La spécificité de ce projet est d'étudier des situations où les élèves travaillent ensemble en interagissant selon des modalités multicanales au sein de petits groupes de discussion. À partir d'ordinateurs individuels connectés en réseau local dans une même salle, ils vont co-construire des représentations visuelles de type carte conceptuelle et échanger par écrit, en vue d'aboutir à l'écriture collective de textes. Par ailleurs, les élèves de chacun des groupes vont pouvoir continuer à converser en réel, tout en échangeant à l'aide de l'environnement informatique. C'est en particulier la combinaison de ces 2 modes de communication, écrit et oral, et leurs apports en termes d'enseignement, élaboration d'un outil comme support de débat et d'apprentissage, aide au développement du point de vue critique, à la construction des connaissances, etc., qui sont à l'étude. L'enjeu en matière de recherche est de renseigner la dynamique interactive au sein des groupes, en interrogeant le processus d'appropriation collective du dispositif technopédagogique mis en œuvre. L'unité d'analyse s'étend ici, au-delà de la seule dyade, à un groupe élargi constitué de plusieurs élèves. Dans ce contexte, le travail vise essentiellement l'élaboration de méthodes de recueil et d'analyse de corpus intégrant les interactions communicatives, l'objectif en termes de développement étant d'alimenter la réflexion engagée concernant l'élaboration de scénarios d'intégration et de fournir aux partenaires techniques des orientations pour la conception des outils informatiques visés. De la variété des situations examinées. Mon recrutement dans ce projet m'amène à découvrir un champ de recherche, celui des CSCL dont la communauté, active dans les pays anglo-saxons, est relativement peu représentée en France. Ma participation au projet me donne également l'occasion d'étudier une situation nouvelle partageant plusieurs traits caractéristiques communs avec celles examinées auparavant en contexte muséal. Toutes 2 sont à finalité éducative, instrumentées, réalisées collectivement et relatives à des contenus relevant du domaine des sciences. Chacune est également porteuse de spécificités, comme le contexte de réalisation, scolaire versus non scolaire, l'âge des sujets participants, adolescents versus enfants, et le degré de symétrie des relations qui les lient, collaboration versus tutorat. La différence notable réside sur ce dernier point, dans la nature même de l'interaction et dans les modalités d'échange entre participants. Dans le projet LEAD, celle-ci relève non pas du tutorat mais de l'entraide et de la collaboration entre participants. Une dernière spécificité tient également à la nature de l'instrumentation qui, dans cette recherche, ne médiatise non plus seulement des contenus mais relaye également les échanges interpersonnels. Aussi la richesse et la complexité de la dynamique interactive deviennent croissantes, puisque les échanges se réalisent dorénavant à l'écrit et à l'oral, au sein de petits groupes d'élèves.
Les premières expériences de recherche qui ont ponctué mon parcours, puis celles qui ont suivi, m'ont ainsi amené à m'intéresser à des situations que j'ai qualifiées d'apprentissage collectif instrumenté. Tout en étant porteuses de singularité, comme nous venons de le voir, ces situations partagent une base commune de caractéristiques que je vais maintenant discuter. Précisons que d'autres propositions de caractérisation ont été formulées concernant ce type de situation, par exemple Michel, Georges et Garot 2007. 2. Les situations d'apprentissage collectif instrumenté. Quelles caractéristiques ? Élucider les processus d'élaboration des connaissances au travers des interactions éducatives instrumentées suppose de s'intéresser à des faits d'éducation qui donnent à voir de telles interactions. Les situations concernées présentent de fait des caractéristiques propres à cet objectif de recherche. Elles sont à finalité éducative, réalisées collectivement en coprésence et instrumentées par la présence d'un artefact qui médiatise les contenus de savoir en jeu. Une finalité éducative. En premier lieu, il n'est pas inutile de le préciser, les situations sociales dont il est question ici sont des situations éducatives, indépendamment de leur contexte de réalisation. Cette précision semble nécessaire dans la mesure où un certain nombre de lieux ou d'environnements à vocation éducative, les espaces muséaux par exemple, ne sont pas appréhendés de manière unanime comme des lieux d'apprentissage au sens académique du terme. Aussi, plutôt que de désigner ces situations comme étant d'apprentissage, il serait plus approprié de les qualifier d'éducatives, au sens où elles peuvent se dérouler hors contexte scolaire et concernent par ailleurs l'ensemble des acteurs de la situation, pas uniquement ceux en position d'apprenant. En référence à Moreau et Rickenmann 2004 page 7, une situation éducative est donc à prendre ici, d'un point de vue générique couvrant l'ensemble des pratiques sociales spécifiques dans les dimensions formelles et informelles d'éducation ainsi que celles relevant de la formation. En ce sens, une situation éducative met en jeu l'élaboration de connaissances ou le développement de compétences, mais de façon non nécessairement conscientisée ni formellement identifiée par les acteurs, enfants comme adultes, de la situation. Aussi, pour caractériser les enjeux de ces situations, j'évoquerai leur dimension épistémique, en référence aux propositions de Baker. Ce qualificatif, sur lequel je reviendrai, apparaît moins connoté que les termes de savoir ou de compétences étroitement connectés à l'univers scolaire. S'intéressant au rôle du dialogue dans les apprentissages, Baker, voir par exemple Baker, De Vries, Lund et Quignard 2003, a en effet défini les interactions épistémiques, dans le cadre de la réalisation de débats argumentés, comme étant des interactions en particulier argumentatives et explicatives orientées vers la construction du savoir. Des échanges en coprésence. Une autre caractéristique commune des situations sociales examinées concerne les modalités d'organisation de la rencontre entre les interactants. Si la précision n'est pas donnée dans le titre de cet ouvrage, il convient tout de même de la discuter. Dans toutes les situations d'apprentissage collectif dont il sera question dans ces lignes, les participants interagissent en coprésence. Cette précision est d'importance au vu du grand nombre de travaux, dans le domaine de l'instrumentation des apprentissages, portant sur des situations d'interaction à distance. Comme le précisent Relieu et Morel, 2011 page 344, en référence à Goffman 1963, à propos des interactions médiatisées en face à face, les situations de coprésence se caractérisent par une perceptibilité mutuelle des interactants qui deviennent mutuellement sensibles à ce qu'ils voient les uns les autres, mais également, comme l'a montré la littérature ultérieure, à ce qu'ils peuvent voir progressivement de concert dans l'environnement, à travers des ajustements mutuels langagiers et corporels. C'est bien ici la question de la régulation mutuelle de l'activité de l'autre, des autres, qui est en jeu et qui différencie notablement les interactions réalisées en coprésence de celles se déroulant à distance, notamment lorsqu'il est question d'apprentissage. Je suis tenté d'ajouter, en référence au paradigme de l'apprentissage situé, Lave 1988, que la cognition se révèle dans l'interaction, au moment où elle se joue, elle ne précède pas la situation. C'est en particulier la coprésence qui permet cette spontanéité dans l'élaboration de la pensée. Une autre différence notable entre les deux modalités d'échange tient au statut et au rôle de l'instrument, qui en plus d'être objet de médiation des savoirs,
prend également en charge la communication entre les participants lorsque celle-ci se réalise à distance. Dans le chapitre qui suit, je discuterai de façon plus approfondie les deux principaux attributs, en termes d'organisation sociale et d'instrumentation, qui définissent la nature première des situations explorées. Socialement situées et partagées, je les qualifie d'une part de collectives, au sens où elles impliquent une interaction entre à minima deux personnes et mettent en jeu, selon le cas, une relation d'entraide ou d'accompagnement. On pourrait ici remarquer que l'intitulé collectif ne convient pas pour désigner une situation d'interaction asymétrique, dans la mesure où les rôles ne sont pas les mêmes entre celui qui aide et celui qui est aidé. Cela étant, la finalité de l'activité est la même pour les participants, quel que soit leur statut, puisqu'elle vise la réalisation d'un objectif d'apprentissage. Les situations collectives examinées peuvent par exemple aussi bien consister en une relation de collaboration au sein d'un groupe d'élèves, qu'en une situation de tutorat entre un parent et son enfant, ou qu'en une action de médiation entre enseignants et élèves. Une activité instrumentée. En second lieu, les situations examinées sont instrumentées, en ce sens qu'elles s'appuient sur un artefact qui médiatise les contenus de savoir, artefact à propos duquel vont se réaliser les échanges, impliquant une activité dite instrumentée. L'artefact ici n'est pas qu'un support matériel qui outille l'activité, il est porteur de sens par rapport au contenu de savoir en jeu. Précisons également que les outils mobilisés dans les situations éducatives instrumentées, tels que je les envisage donc ici, ne sont pas nécessairement numériques, même si ce sont les dispositifs informatisés qui retiennent aujourd'hui l'attention. Nous verrons par exemple le cas d'observation réalisée en école maternelle à propos d'une activité de groupe visant la fabrication de fusées à eau. Les contenus de savoir scientifique en jeu dans l'activité étaient ainsi médiatisés, véhiculés par un artefact spécifiquement dédié. D'aucuns pourraient objecter que le type d'artefact mobilisé dans une situation d'apprentissage, qui en partie conditionne les modalités d'utilisation, influe sur la nature même de la situation, de l'activité engagée, et qu'il conviendrait par conséquent de prendre en compte ces caractéristiques. Notre approche des situations se veut une approche anthropocentrée, focalisée sur les échanges entre les individus en activité. Il s'agit moins d'examiner les situations sous l'angle du rapport entretenu entre les individus et les instruments, via les processus individuels engagés, que de les considérer par l'entremise des interactions qui s'élaborent collectivement avec et autour de ces instruments. Je rejoins ici la proposition de Dumas-Carré et Veil-Barret, 1998 page 2, à propos de la tutelle et de la médiation dans les apprentissages scientifiques, qui défendent l'idée qu'on s'intéresse davantage aux échanges et aux interactions entre les individus qu'au fonctionnement cognitif d'individus isolés et qu'on prenne en compte les particularités des contextes sociaux. Je considère ici que le type, les caractéristiques de l'artefact mobilisé et la nature de la tâche engagée trouvent un écho dans les échanges réalisés entre les participants de l'interaction. C'est donc indirectement, via l'analyse des échanges interindividuels, qu'ils seront pris en compte. 3. Organisation de l'ouvrage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.